Salut, tu es sur Des Rives Douces. Aujourd'hui, je vais te parler d'une idée qui semble simple en surface et qui, dès qu'on la touche vraiment, devient l'une des plus inconfortables qui soit. L'idée que tu ne dois rien à personne. Que vivre selon ce que tu es réellement, selon ce que tu veux réellement, c'est tout ce qui compte. Ça ressemble à une évidence. Et pourtant, presque personne ne le fait vraiment. Avant qu'on entre là-dedans, dis-moi, écris en commentaire quelle heure il est chez toi, ou comment s'est passée ta journée. Les personnes qui laissent des mots ici sont d'une profondeur et d'une douceur que j'apprécie sincèrement. Je lis tout. Si le projet Des Rives Douces résonne avec toi, tu peux cliquer sur le lien en description pour le soutenir. Voilà ce qu'on va explorer ensemble. L'idée de devoir, devoir aux autres, à la famille, à la société, à une version de toi-même que tu n'as jamais vraiment construite, est l'une des forces les plus puissantes qui orientent une vie humaine. Et le plus souvent, elle opère en silence. Elle n'a pas besoin de se faire remarquer pour agir. Elle s'est installée bien avant que tu aies les outils pour la questionner. Ce n'est pas un épisode sur la liberté au sens abstrait, au sens de grands discours ou de philosophie de salon. Ce qui m'intéresse ici, c'est quelque chose de beaucoup plus concret et beaucoup plus difficile. Le courage d'agir depuis soi-même, depuis ses propres valeurs, depuis ses propres désirs, plutôt que depuis la peur de ce que les autres penseraient si tu ne te conformais pas. La distinction entre les deux peut paraître subtile. Elle ne l'est pas. Elle est radicale. Et sur le long terme, elle détermine presque tout. Il y a quelque chose que je veux poser dès le départ, parce que ça va structurer ce qui suit. La question centrale ici n'est pas « suis-je libre ?» au sens où on n'aurait aucune contrainte. Personne n'est sans contrainte. On vit dans des corps, dans des histoires familiales, dans des sociétés avec des normes, dans des relations avec des effets concrets. La liberté absolue n'est ni possible, ni même souhaitable comme idéal. Ce qui est possible, en revanche, c'est de savoir depuis quel endroit en soi on agit. Depuis la peur ou depuis le désir, depuis la culpabilité ou depuis le choix, depuis ce qu'on a reçu sans le demander ou depuis ce qu'on a examiné et décidé de garder. Cette différence-là, entre agir par peur de ce qui arriverait si on ne le faisait pas et agir parce qu'on l'a vraiment voulu, c'est peut-être la frontière la plus importante qu'un être humain puisse apprendre à identifier en lui-même. Parce que les deux se ressemblent de l'extérieur. Ils produisent parfois les mêmes actes. Mais à l'intérieur, ils creusent des états complètement différents. Et sur des années, des trajectoires opposées. Ce qui rend tout ça si difficile à démêler, c'est qu'on nous a appris très tôt à confondre l'obligation avec la valeur morale. Comme si avoir le sens du devoir était, par définition, une qualité. Comme si celui qui fait ce qu'on attend de lui était, par définition, une personne bien. Cette équation s'est installée dans la plupart d'entre nous avant l'âge où on aurait pu la remettre en question. Et une fois intégrée, elle ne ressemble plus à une règle extérieure. Elle ressemble à notre propre caractère. C'est là que la question devient vraiment inconfortable. Parce qu'il ne s'agit pas juste de décider d'être libre ou de s'autoriser à ne pas plaire. Le travail est plus profond et moins confortable que ça. Il s'agit de regarder ce qu'on croit être ses valeurs, ses désirs, ses choix, et de se demander honnêtement lesquels ont été réellement choisis et lesquels ont simplement été reçus, absorbés, intégrés par osmose au point de sembler siens.
Jean-Paul Sartre disait que nous sommes condamnés à être libres. L'idée est plus sombre qu'elle n'en a l'air. La liberté, dans ce sens, n'est pas un cadeau. C'est une responsabilité qui ne disparaît jamais. On ne peut pas se réfugier derrière ce qu'on nous a dit de faire, derrière ce que les autres attendent, derrière « c'est comme ça que ça marche ». À chaque instant, même en obéissant, on choisit d'obéir. Et ce choix nous appartient, qu'on l'assume ou non. C'est cette appartenance-là, appartenir à ses propres actes, à ses propres valeurs, à ses propres décisions, qui est au cœur de ce qu'on va traverser. Et la macro-boucle que j'ouvre ici reste sans réponse nette jusqu'à la fin. Ce que ça signifie vraiment, s'appartenir, pas comme slogan, pas comme posture, mais comme pratique réelle dans une vie réelle avec des gens réels, c'est une question qui ne se ferme pas proprement. Et c'est exactement pour ça qu'elle mérite qu'on y reste. L'idée de dette sociale a quelque chose d'étrange quand on commence à la regarder vraiment. Elle est partout, elle organise une immense part de nos comportements, elle génère des états intérieurs parfois très puissants, culpabilité, obligation, sentiment de manquer à quelque chose. Et pourtant, si on cherche à la définir précisément, à pointer du doigt le moment où elle est devenue une règle, on ne trouve rien. Pas de contrat, pas de consentement explicite, pas de décision. Ce n'est pas un hasard. La dette sociale ne fonctionne pas comme une loi qu'on promulgue, elle fonctionne comme une atmosphère dans laquelle on grandit. Elle s'infiltre avant que les outils de questionnement soient disponibles. Et parce qu'elle arrive si tôt, elle finit par ressembler à une évidence morale, à quelque chose qui va de soi, à un fond de décence humaine minimale. Le glissement est là. Ce qui est une narration construite finit par porter l'autorité d'une loi naturelle. La question n'est pas de nier qu'il existe des obligations réelles dans une vie. Il en existe. Quelqu'un qui dépend de toi, un engagement librement pris, une conséquence concrète de tes actes sur autrui, tout ça constitue des liens réels, des responsabilités réelles. Ce dont on parle ici est différent. C'est le sentiment diffus qu'on doit quelque chose à des gens, à des institutions, à une version implicite de ce qu'on devrait être, sans qu'on ait jamais accepté cet accord, sans qu'on ait jamais signé quoi que ce soit, sans même qu'on ait été consulté. Et ce sentiment-là, on l'appelle devoir. On lui donne le même nom que les obligations réelles. C'est précisément là que le problème commence. Quand on appelle devoir quelque chose qui n'a jamais été librement consenti, on déplace la frontière de ce qui est négociable. Tout ce qui entre dans la catégorie du devoir devient inaccessible à l'examen. On ne questionne pas ses devoirs, on les remplit, ou on se sent coupable de ne pas les remplir. La narration fait son travail sans avoir besoin de se montrer. Elle s'efface derrière la sensation d'obligation, et cette sensation suffit. Penser à cette dette comme à une construction ne signifie pas qu'elle soit illégitime dans tous ses aspects. Certaines des normes transmises sont utiles. Certaines formes de réciprocité dans les relations sont réelles et précieuses. Mais ça signifie qu'elle peut être examinée, qu'elle n'a pas le statut d'une loi physique. Qu'entre « j'ai reçu quelque chose » et « je dois donc rembourser de telle façon » à ce rythme, dans ce format, il y a une distance que personne n'est obligé de franchir automatiquement. Ce premier mouvement, reconnaître que la dette sociale est une construction et non une donnée, est en réalité l'un des plus difficiles à faire. Pas intellectuellement. Intellectuellement, la plupart des gens peuvent entendre ça et le comprendre assez vite. La difficulté est ailleurs. Elle est dans le fait que démanteler même partiellement cette narration produit immédiatement un inconfort. Parce que la dette sociale est intimement liée à l'appartenance. Rembourser sa dette, c'est appartenir au groupe. Questionner la dette, même silencieusement, c'est risquer de s'en exclure. Et ce risque-là,
même imaginaire, même peu probable, suffit à maintenir le sentiment d'obligation actif. C'est l'efficacité du mécanisme. Il n'a pas besoin de force extérieure pour fonctionner. Il fonctionne de l'intérieur, précisément parce qu'il a été intégré à un âge où l'appartenance était une question de survie sociale. La frontière entre une obligation librement consentie et une obligation héritée et absorbée est donc rarement nette. Ce n'est pas une ligne qu'on trace une fois et qu'on n'a plus à redessiner. C'est quelque chose qu'on examine, qu'on perd de vue, qu'on retrouve. Et la question inconfortable qui reste ouverte après ce premier mouvement est celle-ci. Une fois qu'on a identifié qu'une dette est construite, qu'est-ce qu'on en fait? La nommer ne la dissout pas. La comprendre ne supprime pas la pression qu'elle exerce. Ce que ça change, c'est seulement, et c'est déjà considérable, que tu n'es plus obligé de la traiter comme une évidence. Tu peux commencer à décider, plutôt que de simplement obéir à une pression dont tu n'as jamais choisi de te laisser gouverner. Il y a un signal que presque tout le monde connaît, mais que presque personne n'examine. Ce sentiment qui arrive quand tu refuses quelque chose qu'on te demande, quand tu poses une limite, quand tu décides de ne pas être disponible. Un serment, une tension, quelque chose qui ressemble à de la faute. On l'appelle culpabilité, et on le traite, la plupart du temps, comme une information fiable sur ce qu'on aurait dû faire. Le problème, c'est que la culpabilité n'est pas toujours un signal moral. Elle peut l'être. Quand tu as blessé quelqu'un délibérément, quand tu as trahi un engagement que tu avais réellement choisi, quand tu as agi depuis un endroit en toi que tu ne reconnais pas. Là, la culpabilité signale quelque chose de réel. Mais ce n'est pas le seul usage que ce mécanisme a dans une vie humaine. Il a un autre usage, beaucoup moins visible, beaucoup plus courant. Et cet usage-là n'a rien à voir avec la faute. Il a à voir avec le contrôle. Voici comment ça fonctionne structurellement. Quelqu'un attend quelque chose de toi. Cet attendu n'a jamais été négocié. Il s'est formé progressivement, par habitude, par répétition, parfois par un besoin réel de l'autre qui s'est transformé peu à peu en attente permanente. Quand tu ne remplis pas cet attendu, tu ressens une gêne. Cette gêne porte le nom de culpabilité, mais ce qu'elle signifie concrètement, c'est que tu as déçu une attente que tu n'as jamais accepté de satisfaire. Ce n'est pas la même chose qu'une faute. Seulement, comme la sensation est identique, ou très proche, tu la traites comme si tu avais réellement mal agi. Et tu corriges. Tu te réajustes. Tu deviens disponible, tu t'excuses, tu combles. Et l'autre apprend, pas forcément de façon consciente ou malveillante, que cette culpabilité-là fonctionne. Qu'elle te ramène. Que l'expression d'une déception suffit à modifier ton comportement. Le mécanisme tourne sans avoir besoin d'être nommé. Il n'y a pas besoin de manipulation calculée pour qu'il existe. Il suffit que deux personnes jouent leur rôle dans une dynamique que ni l'une ni l'autre n'a décidée. Une femme qui annule un rendez-vous personnel pour répondre à la 3e demande urgente de la semaine d'un proche ressent souvent non pas de la générosité, mais un soulagement, celui d'avoir évité la tension qui aurait suivi le refus. Ce soulagement-là est précieux à regarder. Il dit quelque chose sur la source de l'acte. Ce qui complique tout, c'est que la culpabilité sociale a été soigneusement confondue, dès l'enfance, avec l'empathie. On t'a appris à te soucier des autres, à faire attention à leur état, à adapter ton comportement en fonction de leurs émotions. C'est une capacité réelle et précieuse. Mais quelque part dans ce processus d'apprentissage, une confusion s'est glissée. Ressentir la peine de l'autre est une chose. Modifier ta trajectoire pour que l'autre ne ressente pas cette peine en est une autre. La première est de la sensibilité. La seconde est autre chose. C'est la gestion de l'inconfort de l'autre aux dépens de tes propres décisions. Identifier à qui profite ta culpabilité est une question inconfortable. Elle ne demande pas de décider que les gens autour de toi sont mauvais ou manipulateurs. Elle demande simplement de regarder un mécanisme fonctionner. Quand tu ressens cette pression intérieure
à changer ce que tu avais décidé, la question utile n'est pas « ai-je tort ?», mais « qu'est-ce que ce signal m'indique exactement et d'où vient-il ?» Là où ce principe se complique, c'est qu'il a une limite réelle. Il existe des situations où ce qu'on ressent comme culpabilité est effectivement le signal d'une responsabilité réelle qu'on préférerait éviter. Pas toute gêne naît du contrôle. Pas tout inconfort face à une attente naît de la manipulation. Certaines attentes sont légitimes. Certains besoins de l'autre méritent d'être pris en compte. Certains ajustements de comportement sont des actes d'amour véritables. La culpabilité ne ment pas toujours. Parfois, elle dit quelque chose de juste. Ce qui rend le tri difficile, c'est précisément que les deux situations se ressemblent à l'intérieur. La culpabilité qui signale une faute réelle et la culpabilité qui signale une pression sociale produisent la même sensation. C'est pourquoi la question n'est pas de les distinguer par la forme, elle est de regarder leur origine. Depuis quel endroit en toi agit cette pression ? Est-ce que tu changes de direction parce que tu as examiné la situation et décidé que c'était juste ? Ou est-ce que tu changes de direction pour que la pression cesse ? Ces deux mouvements produisent des actes identiques en surface. Sur le long terme, ils produisent des états intérieurs radicalement différents. Et ce que produit le second, répété sur des années, c'est quelque chose qu'on n'appelle généralement pas culpabilité. On l'appelle épuisement, ou distance, ou une forme d'amertume dont on ne comprend pas toujours l'origine. Ce signal-là aussi mérite d'être regardé en face. Vouloir s'appartenir est peut-être l'une des envies les plus honnêtes qu'on puisse avoir. Et pourtant, quelque chose d'étrange se produit au moment où ce désir devient un projet. Dès qu'on commence à vouloir être authentique, vraiment soi, dans ses choix, dans ses actes, dans la façon dont on se présente au monde, une question se pose, silencieuse et obstinée. Qui décide de ce qu'est ce soi qu'on cherche à être ? C'est là que le paradoxe s'installe, parce qu'on ne peut pas observer son propre vrai moi depuis l'extérieur. On n'a pas accès à une version de soi qui existerait en dehors de toute influence, de toute histoire, de toute relation. Ce qu'on appelle son intériorité la plus profonde a été formé par des années de contact, de pression, de modèles absorbés, de réactions à des expériences qu'on n'a pas choisies. Il n'existe pas de noyau vierge qu'on pourrait simplement déballer une fois qu'on aurait retiré les couches de conditionnement. Le paradoxe est là, et il mérite d'être nommé clairement. Vouloir être authentique suppose qu'il y ait quelque chose d'authentique à atteindre. Mais si ce quelque chose à lui-même était construit par tout ce qui t'a traversé, les attentes familiales, les regards du groupe, les images de ce qu'on admire, alors vers quoi te diriges-tu exactement quand tu cherches à t'appartenir ? C'est une question qui ne cherche pas à décourager le mouvement. Elle cherche à le rendre honnête. Ce que les philosophes ont appelé authenticité, et Jean-Paul Sartre en a fait une notion centrale, n'est pas une qualité qu'on trouve en soi comme on trouve un objet qu'on avait perdu. Sartre pensait que l'authenticité consistait à assumer pleinement sa liberté, c'est-à-dire à reconnaître qu'on se définit par ce qu'on fait et non par une essence préexistante. Mais même dans cette formulation, le piège est là. Si tu décides de vivre selon tes vraies valeurs pour montrer à toi-même, aux autres, que tu es quelqu'un qui vit selon ses vraies valeurs, alors le projet d'authenticité est devenu une nouvelle forme de regard. Une performance. Non plus pour les autres, mais pour une image de toi que tu t'es construite et que tu cherches maintenant à tenir. Ce glissement est discret. Il ne se présente pas comme une trahison. Il ressemble à de la cohérence, à de la rigueur envers soi-même. Et pourtant, quelque chose a changé. On n'agit plus depuis un endroit intérieur, on agit pour confirmer une identité. C'est une différence que le comportement extérieur ne permet pas de détecter.
Elle se perçoit dans l'état qu'on a en faisant ce qu'on fait. Est-ce que tu agis parce que ça correspond à quelque chose que tu ressens comme juste dans ce moment précis? Ou est-ce que tu agis parce que c'est ce que ferait quelqu'un qui s'appartient vraiment? La tentative de résolution qu'on fait spontanément face à ce paradoxe consiste à dire qu'il faut simplement être plus attentif, plus sincère dans l'examen de soi. Creuser davantage, questionner davantage, aller plus loin dans l'introspection jusqu'à trouver le fond de ce qu'on est. C'est une réponse qui semble raisonnable, mais elle bute sur une limite que l'introspection seule ne peut pas franchir. Plus on cherche à définir précisément qui on est vraiment, plus on risque de transformer cette recherche en une construction narrative. On commence à raconter son « vrai moi » et cette narration, elle aussi, devient une identité à défendre, une image à entretenir. La résolution complète de ce paradoxe est impossible. Ce n'est pas un problème technique qu'une méthode plus fine permettrait de régler. C'est une tension constitutive de ce que ça signifie d'être un sujet qui se réfléchit. On ne peut pas se regarder penser sans que ce regard modifie légèrement ce qu'on est en train de penser. On ne peut pas chercher à s'appartenir sans que cette recherche devienne elle-même une forme de projet social, même si ce projet n'est visible que pour soi. Ce que ça change pour toi, concrètement, c'est ceci. Le but n'est pas d'éliminer le paradoxe, il est de le garder visible. De ne pas croire qu'on a enfin trouvé son authenticité de façon définitive, parce que cette croyance-là est précisément ce qui ferme le mouvement et le fige en posture. S'appartenir ne ressemble pas à un état de clarté permanent. Ça ressemble plutôt à une vigilance légère sur les moments où tu agis pour confirmer une image et les moments où tu agis depuis quelque chose de plus immédiat, de moins calculé. L'attention reste entière. Et c'est peut-être là sa seule valeur. Elle empêche de se satisfaire d'une réponse trop propre. La plupart du temps, quand on parle de ces valeurs, on parle en réalité de ce qu'on a reçu. On dit « je tiens à l'honnêteté ». Pour moi, la famille passe avant tout. Je ne supporte pas l'injustice. Et on le dit avec une conviction qui ressemble à quelque chose de profondément personnel. Mais si on pose la question un peu différemment, d'où vient cette conviction exactement? À quel moment l'as-tu examinée et choisie plutôt que simplement absorbée? La réponse devient beaucoup moins évidente. Ce n'est pas une accusation, c'est une observation sur comment fonctionne la transmission des valeurs dans une vie humaine ordinaire. Elles arrivent tôt, avant qu'on ait les outils pour les évaluer, avant qu'on ait un point de comparaison, avant même qu'on ait compris qu'il existait d'autres façons de voir. Elles arrivent dans le ton de la voix d'un parent, dans ce qui était félicité et ce qui était tu, dans les histoires qu'on racontait à table sur ce que faisaient les gens bien et ce que faisaient les autres. Et parce qu'elles arrivent à cet âge-là, elles ne ressemblent pas à des règles imposées de l'extérieur. Elles ressemblent à de la perception directe, à de l'évidence. C'est précisément ce qui les rend difficiles à examiner. Une règle extérieure, on peut la contester. Une conviction qu'on croit être la sienne, on la défend. Prends quelqu'un qui a grandi dans un milieu où la réussite professionnelle était la mesure de la valeur d'une personne. Pas dit explicitement, mais visible dans tout, dans ce dont on se vantait au dîner de famille, dans la façon dont on regardait ceux qui se contentaient de peu, dans l'anxiété ambiante face à tout ce qui ressemblait à une stagnation. À 30 ans, cette personne travaille 60 heures par semaine et dit que c'est parce qu'elle aime son travail, que c'est dans sa nature, qu'elle a toujours été comme ça. Elle n'a peut-être pas tort sur le fait qu'elle aime son travail. Mais la question de savoir si ce rythme précis correspond à ce qu'elle aurait choisi dans un contexte différent, cette question-là, elle ne se l'est peut-être jamais posée. Le travail d'examiner ses valeurs héritées ne consiste pas à les rejeter. Ce serait une autre forme de réflexe, symétrique au premier. Certaines valeurs reçues résistent à l'examen et continuent de sembler justes une fois qu'on les a vraiment regardées. La différence, c'est qu'après cet examen,
elles t'appartiennent autrement. Tu les portes en ayant décidé de les porter, pas parce que tu n'as jamais vérifié qu'elles tenaient debout. Ce qui complique le processus, c'est que l'examen des valeurs héritées se heurte à une résistance qui ne ressemble pas à de la résistance. Elle ressemble à de l'identité. Quand quelqu'un remet en question une valeur que tu as toujours tenue pour fondamentale, la réaction immédiate n'est souvent pas intellectuelle. C'est quelque chose de plus viscéral, une impression qu'on touche à ce que tu es, pas à ce que tu penses. Et cette impression-là est précisément ce qui mérite d'être interrogé. Parce que les valeurs qu'on choisit vraiment ont une qualité différente dans la façon dont on les tient. On peut en parler, les expliquer, admettre leurs limites, voir où elles entrent en tension avec d'autres valeurs. On peut les défendre sans avoir besoin de fermer la conversation. Les valeurs héritées et non examinées, elles, ont tendance à produire une toute autre dynamique. Elles appellent à l'évidence plutôt qu'à l'argument. Elles s'accompagnent d'un léger malaise face à la question, comme si la question elle-même était déjà une menace. Vivre selon ses propres valeurs, ce qui est au cœur de ce que cet épisode explore, suppose donc une étape que l'injonction d'elle-même ne mentionne jamais. Avant de vivre selon ses valeurs, encore faut-il s'être demandé une fois, sérieusement, lesquelles sont vraiment les siennes. Pas celles qu'on a héritées et jamais remises en question. Pas celles qu'on affiche parce qu'elles correspondent à ce que le milieu dans lequel on évolue valorise. Celles qu'on a regardées en face et décidé de garder ou de poser. Ce travail n'a pas de point d'arrivée net. On ne sort pas de ce processus avec une liste certifiée de ses valeurs authentiques. On sort avec quelque chose de plus modeste et de plus utile. Une habitude de se demander, face à une conviction forte, d'où elle vient exactement et ce qu'elle tient quand on la presse un peu. Ce n'est pas un exercice de doute systématique qui paralyse, c'est une forme d'honnêteté envers soi-même qui rend les choix un peu moins automatiques. Et c'est là que quelque chose se déplace, parce qu'une valeur qu'on a examinée et choisie ne produit pas le même état intérieur qu'une valeur qu'on subit sans le savoir. La première, même quand elle exige quelque chose de difficile, laisse une forme de cohérence. La seconde, répétée sur le long terme, laisse autre chose. Une fatigue sourde, un sentiment vague de ne pas tout à fait reconnaître sa propre vie, comme si on jouait un rôle dont on n'a jamais discuté les termes. Ce sentiment mérite d'être pris au sérieux. Il ne dit pas forcément que tout est à revoir, mais il dit qu'il y a quelque chose à regarder. Et regarder, même sans certitude sur ce qu'on va trouver, reste un acte qu'on peut accomplir maintenant, pas plus tard, quand on aura le temps, pas une fois qu'on sera plus stable. Maintenant, avec ce qu'on a. La maturité, telle que la société l'entend généralement, ressemble à quelque chose de précis. C'est le moment où une personne cesse de résister à certaines formes de pression et commence à les appeler « sens des responsabilités ». Elle renonce à certains désirs qu'elle avait à 20 ans, accepte des rôles qu'elle n'a pas vraiment demandés et apprend à ne plus créer de friction là où elle en créait autrefois. Et autour d'elle, les gens disent qu'elle a grandi, qu'elle a mûri, qu'elle est devenue quelqu'un sur qui on peut compter. Cette reconnaissance sociale n'est pas anodine. Elle fait quelque chose à l'intérieur. Elle crée une équivalence entre la capitulation et la vertu, et cette équivalence, une fois installée, devient très difficile à défaire. Parce qu'elle est renforcée de tous côtés, par les institutions, par les proches, par les représentations culturelles de ce qu'est un adulte accompli. La conformité a toujours été le comportement le plus récompensé dans les groupes humains. Ce qui change d'une époque à l'autre, c'est le nom qu'on lui donne.
Là où le point de jonction entre la philosophie morale et la sociologie du quotidien devient visible, c'est précisément ici. D'un côté, une longue tradition de pensée qui demande à chaque individu d'examiner sa vie, de comprendre depuis où il agit, de se demander si ses actes correspondent à ce qu'il juge réellement juste. De l'autre, une organisation sociale qui récompense l'adaptation et pénalise, parfois doucement, parfois moins, ceux qui refusent de se plier aux formes attendues. Ces deux réalités coexistent. Et la tension entre elles ne se résout pas en prenant parti pour l'une. Ce qui reste irréductible dans cet espace, c'est la question du coût invisible. Parce que la conformité récompensée ne se présente jamais comme une perte. Elle se présente comme un gain de reconnaissance, de stabilité, d'appartenance. Et pendant un certain temps, ce gain est réel. Mais quelque chose d'autre s'accumule en parallèle, silencieusement. Ce qu'on a mis de côté pour tenir le rôle, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on a renoncé à vouloir parce que ça ne cadrait pas avec ce qu'on était censé être devenu. La maturité, au sens conventionnel du terme, a ceci de particulier qu'elle transforme le sacrifice en évidence. On ne vit plus le renoncement comme un choix difficile. On le vit comme quelque chose de normal, d'inévitable, de ce qui s'appelle la vraie vie. Et cette normalisation est peut-être l'effet le plus durable du mécanisme. Pas la pression elle-même, qui reste visible si on la cherche, mais le fait qu'elle finit par ressembler à l'intérieur. Ce que la philosophie, depuis des siècles, cherche à rouvrir dans cet endroit précis, c'est l'espace entre la pression et la réponse. Épictète posait la question de ce qui dépend de nous et de ce qui n'en dépend pas. Simone de Beauvoir a montré comment les structures sociales se logent dans les façons dont les individus s'imaginent eux-mêmes, au point que la contrainte extérieure devient une conviction intérieure. Ces pensées ne parlent pas des mêmes contextes historiques, ne partagent pas les mêmes présupposés, mais elles se rejoignent sur quelque chose de central. La pression normative ne reste efficace que tant qu'elle est invisible comme pression. Elle ne disparaît pas quand on la reconnaît, mais elle change de statut. Elle devient quelque chose qu'on voit, qu'on peut nommer, dont on peut décider ce qu'on en fait. Le point d'intersection est là. Vivre selon ses propres valeurs, l'idée même que cet épisode explore, ne signifie pas vivre sans contrainte ni sans regard des autres. Ça signifie quelque chose de plus étroit et de plus exigeant. Distinguer les moments où tu agis parce que tu as décidé que c'était juste et les moments où tu agis parce qu'un système de récompense sociale a rendu une certaine action plus facile à faire qu'à refuser. Cette distinction ne porte pas de nom héroïque. Elle ne ressemble pas à une rébellion. La plupart du temps, elle ressemble à une question posée en silence, dans des circonstances ordinaires. Ce qui reste non résolu dans tout ça, et il faut nommer cette limite clairement, c'est que reconnaître le mécanisme ne suffit pas à s'en extraire. Tu peux savoir exactement comment fonctionne la récompense sociale de la conformité, comprendre pourquoi tu reçois de la reconnaissance quand tu acceptes certains rôles, voir avec précision le coût de ce que tu as mis de côté, et continuer quand même à te conformer. Parce que les interdépendances sont réelles. Parce que le prix du refus peut être très élevé. Parce que la pression du regard collectif ne disparaît pas avec la compréhension intellectuelle. Elle change de forme, se déplace,
revient par d'autres voies. Ce qui change peut-être, c'est la façon dont on habite la conformité quand elle est choisie en conscience plutôt que subie sans examen. Ce n'est pas la même chose de se plier à une attente parce qu'on n'a jamais pensé qu'on pouvait faire autrement, et de se plier à une attente en ayant pesé ce que ça coûte et ce que ça préserve. Dans les deux cas, le comportement extérieur est identique. L'état intérieur, lui, ne l'est pas. Et c'est précisément là que la question de s'appartenir prend son sens le plus concret. Ce n'est pas dans les grands gestes de rupture que la chose se joue. C'est dans ces moments ordinaires où quelque chose en toi sait très bien depuis quel endroit tu es en train d'agir et où tu te demandes, sans trouver de réponse facile, si c'est un endroit qui te ressemble. Il y a une question qu'on ne pose presque jamais directement parce qu'elle semble avoir une réponse évidente. Quand tu aides quelqu'un, est-ce que tu le fais parce que tu veux vraiment le faire ou parce que l'idée de ne pas le faire te met dans un état que tu préfères éviter? La question semble simple. La réponse, elle, est beaucoup moins confortable qu'on ne l'espère. Ces deux gestes se ressemblent de l'extérieur de façon presque parfaite. Quelqu'un appelle, tu réponds. Quelqu'un a besoin, tu es là. Quelqu'un formule une attente, tu l'honores. La même action, produite par deux états intérieurs qui n'ont presque rien en commun. L'un vient d'un endroit où quelque chose en toi veut contribuer, où la présence à l'autre est une forme d'expression de ce que tu values. L'autre vient d'un calcul que tu n'as pas forcément conscientisé. Si je ne le fais pas, je vais décevoir, et la déception va coûter quelque chose que je ne veux pas payer. La tension entre ces deux états, c'est précisément là que vivre selon ses propres valeurs cesse d'être une idée abstraite pour devenir quelque chose de très concret. Ce qui rend cette distinction difficile à opérer, c'est que la peur peut être extraordinairement bien déguisée. Elle n'arrive pas nécessairement avec son nom. Elle arrive sous la forme d'un sentiment de responsabilité, sous la forme d'une certitude qu'il faut être là, sous la forme d'un élan qui ressemble à de la générosité et qui, si on le regarde de plus près, a une légère odeur d'anticipation de la sanction. Pas une sanction brutale, quelque chose de plus subtil, un retrait d'affection, une modification du regard, une perturbation de ce qui était stable. La peur de décevoir travaille à cette échelle-là. Elle n'a pas besoin d'être massive pour être efficace. Prends quelqu'un qui dit oui systématiquement aux demandes d'un proche, du temps, de l'énergie, une disponibilité presque permanente, et qui, si on lui demande pourquoi, répond sans hésiter que c'est parce qu'il aime cette personne, que c'est naturel, que ça va de soi. Cette réponse peut être vraie. Elle peut aussi cohabiter avec quelque chose d'autre, une difficulté très concrète à imaginer ce que produirait un refus, une légère montée d'inconfort à l'idée de formuler un non, une habitude installée si tôt qu'elle a pris l'apparence d'un désir. Ces deux choses peuvent être présentes en même temps, et c'est précisément leur coexistence qui mérite attention. Parce que le problème n'est pas l'aide elle-même. Aider, contribuer, être présent à ceux qu'on aime, rien de tout cela n'est en cause. Ce qui est en cause, c'est l'endroit depuis lequel ça se produit. Et cet endroit-là a des conséquences qui ne se voient pas immédiatement, mais qui s'accumulent. Quand l'aide vient d'un désir réel, elle laisse quelque chose de cohérent. Une fatigue parfois, mais une fatigue qui a du sens. Un investissement qui produit un sentiment de continuité avec soi-même. Quand elle vient de la peur du conflit, de la peur du retrait, de la peur de l'image qu'on renverrait si on refusait, elle laisse autre chose. Pas nécessairement visible dans l'instant, mais avec le temps, quelque chose se dépose. Une impression d'être mobilisé pour des raisons qui ne sont pas tout à fait les siennes. Une légère distance entre l'acte et l'auteur de l'acte. Et parfois, beaucoup plus tard,
Cette forme de fatigue particulière qui n'a rien à voir avec la charge objective. Une fatigue qui vient de ne pas s'être choisie dans tout ce qu'on a fait. Le coût humain de cette confusion, c'est qu'elle est rarement perçue comme un coût au moment où elle s'installe. Elle ressemble à de la bonté. Elle est même souvent récompensée comme telle. Les gens qui donnent beaucoup sans se poser de questions sont bien vus. Ils reçoivent de la reconnaissance. Ils sont décrits comme des personnes sur qui on peut compter. Et cette reconnaissance crée un renforcement. Elle rend encore moins probable le moment où la question sera posée « Depuis quel endroit est-ce que j'agis exactement ?» La résolution partielle de cette tension, et c'est bien une résolution partielle, pas un point d'arrivée, tient dans la capacité à faire la différence entre les deux états au moment où ils se produisent. Pas après coup, quand le ressentiment a déjà fait son travail. Avant. Dans l'espace, même court, entre la demande et la réponse. Cet espace-là existe presque toujours, même s'il est minuscule. Il suffit de s'y arrêter une seconde et de se demander, honnêtement, sans chercher la bonne réponse, ce qui est en train de me faire dire oui. Cette question ne garantit rien. Elle ne produit pas automatiquement un refus. Elle ne transforme pas la peur en désir. Mais elle fait une chose plus modeste et plus réelle. Elle rend l'acte moins automatique. Elle insère un moment de conscience entre la pression et la réponse. Et dans cet espace, même infime, quelque chose qui t'appartient un peu plus que le réflexe peut commencer à opérer. Ce qui reste ouvert et qui ne se ferme pas proprement, c'est que distinguer les deux états ne devient pas plus facile avec le temps de façon linéaire. Il y a des périodes où la clarté est là, où tu sais assez bien depuis quel endroit tu agis. Et il y a des périodes où la peur et le désir sont entremêlés d'une façon qui résiste à l'analyse. Vivre selon ses propres valeurs ne consiste pas à avoir toujours résolu cette question. Ça consiste à continuer de la poser, même quand elle ne livre pas de réponse nette. Le ressentiment a une propriété étrange. Il arrive toujours trop tard. Après que tout s'est passé, après que les décisions ont été prises, après que les habitudes se sont installées. Et pourtant, c'est lui qui détient l'information la plus précise sur ce qui s'est vraiment produit. On parle souvent du ressentiment comme d'un défaut moral, quelque chose dont il faudrait se débarrasser, une toxine affective qu'on conseille d'évacuer par le pardon, la thérapie, la mise à distance. Cette approche manque quelque chose d'essentiel. Le ressentiment, avant d'être un poison, est un signal. Et comme tous les signaux inconfortables, il mérite d'être lu plutôt qu'effacé. Ce qu'il signale n'est pas la méchanceté de ceux envers qui on le ressent. C'est quelque chose de plus précis et de plus difficile à regarder en face. Il indique qu'un sacrifice a eu lieu sans consentement réel, que quelque chose a été donné, du temps, de l'énergie, une version de soi-même, dans des conditions où le refus ne semblait pas possible. Le ressentiment est la trace de ce que tu as absorbé sans l'avoir choisi. La prétention de cet épisode est large. Il s'agit de vivre selon ses propres valeurs, de ne pas se construire autour des attentes des autres, de distinguer ce qu'on désire vraiment de ce qu'on s'est appris à vouloir. C'est une ambition de fond. Elle engage une façon d'habiter sa propre vie dans sa totalité. Et quand on tient cette ambition à cette échelle, elle paraît accessible, presque naturelle. Une orientation générale que l'on adopte, une décision que l'on prend une fois et qui structure ensuite le reste. Puis on resserre. On regarde ce qui se passe dans une situation ordinaire, pas dans une rupture dramatique, pas dans un choix de vie décisif, mais dans quelque chose de beaucoup plus petit. Quelqu'un demande un service que tu n'as pas envie de rendre. Quelqu'un formule une attente sur ta disponibilité. Quelqu'un laisse entendre que tu devrais être là, présent, prêt. Et tu dis oui. Pas en t'effondrant, pas en te sacrifiant de façon spectaculaire. Juste
Oui. Parce que dire non demandait quelque chose que tu n'avais pas en réserve à ce moment-là. L'écart entre les deux, entre l'ambition de s'appartenir et ce oui particulier, est l'endroit où le ressentiment prend racine. Ce n'est pas l'événement isolé qui pose problème. Un oui donné par fatigue, par gentillesse un peu molle, par calcul pragmatique, ça arrive. Ça fait partie de la vie ordinaire avec les autres. Ce qui transforme cet écart en quelque chose de systémique, c'est sa répétition silencieuse. Chaque fois que la même structure se reproduit, demande, impossibilité interne du refus, abandon partiel de soi-même, quelque chose se dépose. Pas de façon consciente. La comptabilité ne s'opère pas à la lumière du jour. Elle s'effectue dans une zone plus obscure, là où ce qu'on a donné sans se choisir s'accumule sans étiquette. Le ressentiment est la façon qu'a cette comptabilité de remonter à la surface. Ce qu'il révèle rétrospectivement, c'est que les sacrifices consentis et les sacrifices non consentis ne se ressemblent pas de l'intérieur, même quand ils sont identiques de l'extérieur. Donner de son temps à quelqu'un depuis un désir réel de contribuer laisse quelque chose de différent que donner ce même temps sous la pression d'une attente qu'on n'avait pas la force de décevoir. Sur le moment, les deux peuvent sembler pareils. Avec le temps, ils ne produisent pas le même résidu. Ce que cela signifie systémiquement est inconfortable à formuler. Ça signifie que le ressentiment qu'on ressent envers quelqu'un n'est souvent pas causé par cette personne. Elle a peut-être demandé, elle a peut-être attendu, mais elle n'a pas fabriqué l'impossibilité intérieure du refus. Cette impossibilité-là vient d'ailleurs, d'une structure plus ancienne, d'une façon de fonctionner qui s'est construite avant cette relation particulière. Ce qui ne déresponsabilise personne, ni toi, ni l'autre. Ça déplace la question vers l'endroit où elle a plus de sens. Pourquoi était-il si difficile de refuser? Qu'est-ce qui rendait le oui automatique, presque réflexe? Quelle image de toi-même était en jeu dans cet échange et qui avait contribué à installer cette image? Vivre selon ses propres valeurs, à cette échelle très concrète, ça ressemble à ça. Pas à une déclaration d'indépendance. Plutôt à la capacité de regarder le ressentiment quand il apparaît et de lui poser une vraie question. Non pas comment m'en débarrasser, mais qu'est-ce qu'il me dit sur ce que j'ai absorbé et sur les conditions dans lesquelles je l'ai absorbé. Cette question ne produit pas de soulagement immédiat. Elle ouvre quelque chose. Elle pointe vers des endroits où quelque chose a eu lieu sans examen suffisant. Et c'est précisément là que réside son utilité, non pas comme conclusion, mais comme détecteur d'une zone qui méritait d'être visitée et qui a été évitée. Ce qui reste ouvert et qui ne se referme pas facilement, c'est que lire le ressentiment correctement demande une honnêteté que la plupart des contextes sociaux découragent activement. Reconnaître que tu as donné par peur plutôt que par désir, c'est reconnaître quelque chose sur ta propre structure interne que tu préférerais peut-être ne pas voir. Et reconnaître que tu en veux à quelqu'un non pour ce qu'il a fait, mais pour ce que tu as fait sous la pression de sa présence, ça demande une forme de lucidité qui n'a rien de confortable. Le sacrifice non consenti, rendu invisible par la répétition et par l'habitude, est peut-être le plus corrosif précisément parce qu'il ne se voit pas se produire. Il devient la norme. Il devient ce à quoi ressemble la relation. Et quand le ressentiment finit par émerger, il semble surgir de nulle part, alors qu'il vient d'une longue série de moments où quelque chose aurait pu être dit, pesé, décidé différemment. Ce que tu en fais, à partir de là, reste entièrement ouvert. Il y a deux façons de tenir la phrase « je ne dois rien à personne », et elle mène à des endroits très différents. La première consiste à l'utiliser comme une coupure, une façon de se dégager des attentes,
de poser une frontière, de se soustraire à la pression des autres sur ta façon de vivre. Cette version a quelque chose de net. Elle tranche. Elle libère quelque chose, au moins dans les premiers temps, au moins dans l'espace intérieur. La seconde version est plus difficile à tenir, parce qu'elle n'a pas ce confort de la netteté. Elle reconnaît que tu existes dans un réseau de présence réelle, de dépendance mutuelle qui ne disparaissent pas par décision, d'effets concrets de tes actes sur des gens qui ont leur propre vie, leur propre vulnérabilité, leur propre poids à porter. Elle ne renonce pas à s'appartenir, mais elle tient les deux en même temps, sans résoudre l'un par l'autre. La tension entre ces deux façons de faire n'est pas une imperfection qu'on corrigerait avec une meilleure théorie. Elle est constitutive. Elle fait partie de ce que c'est que d'être une personne parmi d'autres. Ce qui la rend difficile à supporter intellectuellement, c'est qu'elle résiste à la simplification. On voudrait que la réponse soit l'une ou l'autre. Soit tu t'appartiens, soit tu te soucies des autres. Soit tu poses tes propres valeurs comme boussole, soit tu intègres les besoins de ceux qui comptent pour toi. Mais cette opposition-là est artificielle. Elle ne décrit pas comment les choses se passent réellement dans une vie. Dans une vie réelle, tu peux agir depuis tes propres valeurs et produire des effets sur des gens qui n'ont rien demandé. Tu peux tenir ta propre ligne intérieure et avoir quand même à habiter les conséquences que ta liberté génère pour les autres. Pense à quelqu'un qui, après des années à fonctionner selon des attentes héritées, d'une famille, d'un milieu, d'une relation installée dans l'habitude, décide de changer quelque chose de fondamental dans sa façon de vivre. Cette décision vient de lui, depuis un endroit authentique. Elle est le résultat d'un travail intérieur réel. Et elle produit, dans le même mouvement, des bouleversements pour des gens qui comptaient sur une certaine version de lui. Ces bouleversements sont réels. Ils ne s'effacent pas parce que la décision était juste. C'est là que l'idée de s'appartenir rencontre sa limite la plus concrète. Non pas une limite morale qu'on t'imposerait de l'extérieur, mais une limite structurelle que tu portes toi-même dès lors que tu vis avec d'autres. Vivre selon ses valeurs et envies ne suspend pas ton inscription dans une trame commune. Ce que cette limite ne signifie pas, c'est qu'il faudrait renoncer à agir depuis soi-même pour épargner cette trame. Ce serait retourner exactement là d'où tout cet épisode essaie de se déplacer. Ce qu'elle signifie, c'est quelque chose de plus subtil et de plus exigeant. Tenir conscience des effets de ses actes sans en faire la raison principale de ses choix. Ni aveuglement sur les autres, ni soumission à eux. Cette position est inconfortable parce qu'elle ne se laisse pas transformer en règle simple. Elle demande une présence à la situation chaque fois renouvelée. Une capacité à demander « Depuis quel endroit en moi est-ce que j'agis en ce moment et est-ce que je vois ce que ça produit autour de moi ?» Ces deux questions ne s'annulent pas. Elles coexistent. Et leur coexistence est précisément ce qui rend vivre selon ses valeurs plus difficile qu'un slogan. Le coût humain de ne pas tenir cette tension, c'est double. D'un côté, la dissolution dans les attentes des autres, ce que tout cet épisode a tenté de nommer et de rendre visible. De l'autre côté, une forme d'aveuglement qui se déguise en liberté, où se choisir devient une façon de ne plus voir ce qu'on fait aux autres. Ces deux erreurs se ressemblent peu de l'extérieur. Elles partagent pourtant une structure commune. L'évitement d'une complexité que l'on préférerait ne pas habiter. La résolution partielle, et c'est bien partiel, tient dans une question qu'on peut se poser dans les moments de décision réelle. La question n'est pas « suis-je libre ou suis-je entravé ?» Elle est plus précise que ça. Elle demande « Est-ce que j'agis depuis un endroit qui est mien et est-ce que je vois ce que cet acte traverse en dehors de moi ?» C'est deux choses en même temps, pas l'une au détriment de l'autre. Ce qui reste ouvert et qui ne se ferme pas proprement, c'est que tenir les deux simultanément n'a rien d'un état stable. Il y a des moments où l'un prend le dessus sur l'autre, des moments où tu tiens ta propre ligne et perdis de vue les effets, des moments où tu intègres les effets et cèdes sur quelque chose qui était tien. Ce balancement n'est pas un échec.
Il est le signe que la question reste vivante, que tu n'as pas résolu le problème en choisissant un seul camp et en appelant ça une philosophie. S'appartenir sans se couper du monde ne ressemble pas à une posture. Ça ressemble à un travail qui recommence chaque fois que la situation change, chaque fois que quelqu'un d'autre entre dans l'équation, chaque fois que ce que tu veux et ce que ta présence produit entrent en tension. Ce travail-là ne s'achève pas. La plupart de ce qu'on croit vouloir n'a pas commencé en soi. Ce n'est pas une accusation, c'est un constat sur la façon dont les désirs se forment, non pas dans un vide intérieur où quelque chose de pur émergerait spontanément, mais dans un milieu saturé de signaux, d'images, de hiérarchies implicites sur ce qui mérite d'être désiré. On grandit en observant ce que les autres valorisent, ce qui provoque l'admiration, ce qui attire le regard. Et progressivement, sans décision consciente, certains de ces objets extérieurs deviennent ce qu'on appelle ses envies. Le philosophe René Girard a passé une grande partie de sa vie à décrire ce mécanisme. Ce qu'il appelait le désir mimétique, c'est précisément cette structure. On ne désire pas un objet parce qu'il nous manque en lui-même. On le désire parce qu'un autre le désire, ou parce qu'un autre semble s'épanouir dans sa possession. Le désir circule par imitation avant de se déposer en nous sous l'apparence d'une aspiration personnelle. Ce qu'il a mis en évidence, c'est que cette structure n'est pas une exception pathologique. Elle est la règle. Elle s'applique à presque tout, aux ambitions professionnelles, aux formes de relations qu'on cherche, aux façons de vivre qu'on vise. Ce qui rend cela difficile à examiner, c'est que le désir mimétique ne se présente jamais comme tel. Il se présente comme une évidence intérieure, comme quelque chose qui vient de soi. Quand tu veux quelque chose intensément, cette intensité semble authentique. Elle semble prouver que c'est bien toi qui veux, que c'est bien là que réside quelque chose de vrai en toi. Mais l'intensité du désir ne dit rien sur son origine. Un désir importé peut être tout aussi fort, tout aussi urgent, tout aussi convaincant qu'un désir qui vient d'un endroit vraiment propre à soi. C'est là que le thème de cet épisode rencontre une complication sérieuse. Vivre selon ses propres valeurs et envies, voilà une formulation qui suppose qu'on puisse identifier ce qui est sien. Mais si une grande partie de ce qu'on croit désirer est en réalité un reflet de ce que le milieu désigne comme désirable, alors l'expression « ses propres envies » devient moins évidente qu'elle n'y paraît. Ce n'est pas qu'elle soit vide, c'est qu'elle demande un travail préalable qu'on n'effectue presque jamais. Ce travail est un triage. Et il est lent, inconfortable, sans garantie de résultat net. Il s'agit de se demander, en dehors du regard des autres, en dehors de ce que ça produirait comme image de moi, est-ce que je veux toujours ça ? Si on retire l'admiration possible, le statut attaché à cette façon de vivre, la façon dont ce choix me positionne dans mon milieu, est-ce qu'il reste quelque chose ? Est-ce que l'objet du désir tient debout sans le regard qui l'entoure ? Ces questions ne donnent pas de réponse automatique. Parfois, ce qui reste après qu'on a tout retiré, c'est un désir encore vivant, qui prouve qu'il avait une source plus personnelle. Parfois, il ne reste rien, ou presque rien, et c'est une découverte déstabilisante. Parce que ça signifie que des années d'énergie, peut-être, ont été investies dans quelque chose qu'on n'a jamais vraiment voulu, quelque chose qu'on a voulu à la place d'autre chose, pour des raisons qui n'ont jamais été les siennes. L'insight central ici, c'est que vivre selon ses envies sans avoir effectué ce triage ne produit pas l'appartenance à soi-même que le thème semble promettre. Ça reproduit les injonctions du milieu avec une intensité subjective, sous l'étiquette de la liberté. On peut être entièrement convaincu de se choisir et être, en réalité,
en train de suivre un script social qu'on a simplement intériorisé assez tôt pour ne plus le voir comme tel. Ce que cette réalité implique pour la façon de se conduire est exigeant. Ça signifie que s'appartenir ne peut pas se réduire à faire ce qu'on a envie de faire. Ça suppose aussi une question sur l'origine de cette envie. Pas de façon paralysante. On ne peut pas soumettre chaque désir à une analyse interminable avant d'agir. Mais de façon périodique, dans les moments de choix importants, il y a quelque chose de nécessaire dans ce retour sur soi, ce retour qui demande honnêtement d'où vient ce que tu veux. La frontière non résolue, et elle ne se résout pas, c'est que ce triage est par définition incomplet. On ne peut jamais être certain d'avoir tracé la ligne exacte entre le désir qui vient de soi et le désir qui vient d'ailleurs. Les deux s'entremêlent. On ne part pas de rien, on est dans un milieu qui nous forme avant qu'on ait les outils pour examiner ce qu'il nous installe. Ce que ce milieu a déposé en soi n'est pas entièrement séparable de ce qu'on est. Le travail du triage ne produit donc pas une pureté de désir qu'on atteindrait enfin. Il produit quelque chose de plus modeste et de plus réel, une conscience accrue de ce qui est en jeu dans ce qu'on veut, une capacité à tenir ce qu'on désire avec un peu moins de certitude aveugle. Et cette conscience-là change quelque chose dans la façon dont on s'y engage. On peut vouloir quelque chose en sachant qu'on ne sait pas exactement d'où ça vient. On peut agir depuis ce désir sans lui attribuer une authenticité totale. Cette posture est moins confortable que la conviction d'être enfin en accord avec soi-même. Elle est aussi plus honnête et probablement plus durable, parce qu'elle n'est pas construite sur une illusion que la réalité finira par éroder. Quand on retire une obligation qui ne venait pas de soi, ce qui apparaît n'est pas toujours ce qu'on espérait. On imagine souvent que se dégager de ce qu'on n'a pas choisi produit une clarté immédiate, comme si, sous le poids des attentes et des dettes imaginaires, il y avait quelque chose de net qui attendait. Quelque chose de défini, d'orienté, de prêt à fonctionner. Cette image est rassurante. Elle est aussi la plupart du temps inexacte. Ce qui apparaît d'abord, c'est souvent un espace vide. Un silence intérieur qui peut ressembler à la légèreté ou à autre chose selon ce qu'on y apporte. Ce vide est le point de départ de tout ce qui reste à construire. Il n'est ni bon ni mauvais en lui-même. Ce qu'il devient dépend d'une question qu'on ne se pose presque jamais au moment où on s'affranchit de quelque chose. Une question sur ce vers quoi on se dirige, maintenant qu'on sait ce qu'on laisse derrière soi. Les philosophes qui ont réfléchi à la liberté ont depuis longtemps identifié deux façons de la nommer. La liberté d'eux est la plus visible, la plus facile à revendiquer. C'est la liberté de quelque chose, la liberté qui se définit par ce qu'elle refuse, par ce dont elle s'extrait. Se libérer d'une norme héritée, d'une attente familiale, d'un rôle qu'on n'a jamais vraiment accepté. Cette liberté-là a une forme reconnaissable. On peut la désigner, la mesurer, la raconter. La liberté pure est différente et moins souvent mentionnée parce qu'elle est moins spectaculaire. C'est la liberté orientée vers quelque chose, vers des valeurs qu'on a réellement examinées, vers des façons de vivre qu'on a choisies avec une certaine conscience, vers ce qu'on veut construire plutôt que simplement ce qu'on veut fuir. Elle suppose qu'après s'être déplacé, il y a un endroit où on se dirige. L'observation que je fais et qu'on peut faire autour de soi, c'est que la première forme de liberté est infiniment plus présente dans le discours. Elle est valorisée, célébrée, encouragée. L'idée de rompre avec ce qui était imposé a quelque chose d'immédiatement lisible, d'héroïque même, dans la façon dont on raconte les trajectoires personnelles. La seconde forme de liberté, elle, n'a pas cet éclat. Elle est lente, intérieure, souvent silencieuse. Et c'est précisément pour ça qu'elle est si souvent escamotée. Le problème structurel, c'est que la liberté de sans liberté pour ne tient pas longtemps comme mode de vie. Elle est nécessaire, elle est même indispensable comme premier mouvement. Mais si elle reste le seul mouvement, si se choisir ne signifie que refuser ce qui était imposé sans jamais construire quelque chose depuis soi,
Alors le vide qui reste ne se transforme pas en légèreté. Il se transforme en errance. Une errance qui peut durer longtemps sans être nommée pour ce qu'elle est, parce qu'elle a les attributs extérieurs de la liberté. On décide, on bouge, on refuse. Mais il manque une direction qui soit réellement sienne. Pense à quelqu'un qui quitte un travail, une relation, un milieu dans lequel il étouffait depuis des années. Le mouvement est juste. L'acte vient d'un endroit réel. Et quelques mois plus tard, il se retrouve dans un état qui ne ressemble pas à ce qu'il avait imaginé. Non pas parce que la décision était mauvaise, mais parce qu'il n'avait pas encore de réponse à la question suivante. Vers quoi ? Cette question-là, il ne se l'était pas posée, ou il s'était dit qu'elle viendrait d'elle-même une fois l'ancien cadre quitté. C'est là où le principe se met à résister à sa propre logique. L'idée de vivre selon ses propres valeurs suppose qu'on ait des valeurs actives, orientantes, réelles, et non pas seulement l'absence des valeurs imposées par les autres. Mais les valeurs actives ne surgissent pas du vide. Elles demandent un travail qui est antérieur au départ, ou qui l'accompagne, ou qui vient juste après, mais qui doit avoir lieu. Et ce travail-là est l'un des plus exigeants qui soit, parce qu'il demande d'examiner ce à quoi on tient vraiment, en dehors de ce qu'on rejette. Ce que cet examen révèle parfois, et c'est inconfortable à entendre, c'est qu'une partie de ce qu'on croyait être ses propres valeurs était en réalité définie par opposition à ce qu'on fuyait. Quand fuir une norme devient la boussole principale, on reste dépendant de cette norme, en miroir inversé. On ne s'en est pas vraiment extrait. On s'est simplement placé à l'opposé, et c'est une autre façon de la laisser orienter sa vie. La frontière où ce principe se brise, c'est celle-là. Quand la liberté de s'installe comme posture permanente, quand refuser, déstabiliser, s'extraire deviennent en eux-mêmes les marqueurs d'une identité, alors quelque chose s'est inversé sans qu'on l'ait vu venir. Ce n'est plus une pratique de s'appartenir, c'est une nouvelle forme de définition par l'extérieur, juste avec un signe différent devant. L'ancrage dans ses propres valeurs, et pas seulement dans son refus des valeurs des autres, est ce qui rend la liberté habitable sur la durée. Cet ancrage ne tombe pas du ciel. Il se construit lentement, souvent à tâtons, dans des moments où tu te demandes sincèrement ce qui compte pour toi, en dehors de ce que le regard des autres valide ou invalide. Ces moments-là sont rares, parce qu'ils demandent un silence intérieur que la vie quotidienne rend difficile à trouver. Mais ce sont eux qui donnent à la liberté un contenu réel. Ce qui reste ouvert et qui ne se referme pas proprement, c'est que même cet ancrage n'est jamais définitif. Les valeurs qu'on a examinées et choisies continuent d'être traversées par le temps, par les expériences, par les gens qu'on rencontre. Ce qu'on tenait comme orientation peut se révéler insuffisant ou changer de forme, ou céder sous la pression d'une situation qu'on n'avait pas prévue. S'appartenir reste, même avec la liberté pour, un seuil qu'on franchit et qu'on perd. La direction ne garantit pas l'arrivée. Elle garantit simplement qu'on ne marche plus uniquement en fuyant quelque chose. Ce que tu as traversé dans cet épisode ne ressemble pas à un système. Ça ressemble à une série de points de résistance, des endroits où quelque chose accroche, où une évidence se met à vaciller, où une certitude qu'on n'avait jamais examinée commence à montrer ses coutures. La dette sociale est une narration. La culpabilité est souvent un levier. Les valeurs héritées ne sont pas des valeurs choisies. L'authenticité n'est pas un état, c'est une pratique irrégulière, souvent inconfortable, sans certificat d'arrivée. Ces idées-là ne forment pas un programme à appliquer, elles forment un terrain à habiter différemment, avec moins de certitude, mais peut-être avec plus de précision sur ce qui est réellement en jeu. L'une des choses les plus difficiles à tenir simultanément, c'est que s'appartenir et vivre parmi les autres ne sont pas deux réalités qu'on peut séparer proprement.
on n'agit jamais dans le vide. Chaque choix qu'on fait a des effets sur des gens réels, dans des systèmes réels. Décider de ne devoir rien à personne ne dissout pas ces effets. Ça change simplement l'endroit depuis lequel on les produit. La question qui reste, et qui ne disparaît pas quand on l'a posée une fois, c'est celle-là. Depuis quel endroit en soi est-ce qu'on agit? Depuis la peur de décevoir, ou depuis quelque chose qu'on a réellement examiné et choisi de tenir? Cette question-là n'a pas de réponse fixe. Elle se pose à nouveau à chaque moment de friction. Chaque fois qu'une attente extérieure et ce qu'on ressent intérieurement ne coïncident pas. Et ces moments-là, ils ne deviennent pas plus rares avec le temps. Ce qui peut changer, c'est la vitesse à laquelle on les reconnaît et ce qu'on fait dans l'espace entre la pression et la réponse. Le ressentiment reste le détecteur le plus fiable. Quand il apparaît, et il finit toujours par apparaître, il indique qu'on a donné depuis un endroit qui n'était pas le sien, qu'on a agi depuis la peur ou depuis l'habitude plutôt que depuis un désir réel de contribuer. Cette distinction est minuscule à l'extérieur. À l'intérieur, sur la durée d'une vie, elle produit des trajectoires radicalement différentes. S'appartenir, dans ce sens précis, n'est pas une posture qu'on adopte une fois en se déclarant libre de ce que les autres attendent. C'est un acte répété dans des conditions adverses, dans des situations où la pression est réelle, où le regard est présent, où céder serait plus simple et souvent plus immédiatement gratifiant socialement. C'est dans ces conditions-là, et seulement dans ces conditions-là, que l'appartenance à soi-même a un contenu concret. En dehors de la pression, la question ne se pose pas vraiment. Ce qui rend tout ça exigeant, et honnête de le dire, c'est que la liberté pure, celle qui est orientée vers quelque chose plutôt que simplement extraite de quelque chose, ne surgit pas automatiquement une fois qu'on a quitté ce qui était imposé. Elle demande un travail antérieur ou parallèle, un examen de ce à quoi on tient en dehors du regard qui valide ou invalide. Et les désirs mimétiques compliquent ce travail, parce qu'ils se déguisent en certitudes intérieures. Trier ce qui est sien de ce qui est importé ne produit pas une pureté de désir. Ça produit une conscience plus aiguë de ce qui est en jeu, et c'est peut-être suffisant pour avancer différemment. Le seuil qu'on franchit, qu'on perd et qu'on retrouve, c'est ça, s'appartenir. Pas une destination, pas un état stable, un seuil. Et la macro-boucle ouverte au début de cet épisode ne se referme pas sur une réponse. Elle se referme sur une pratique. La question de ce que ça signifie réellement de vivre depuis ses propres valeurs reste ouverte, parce qu'elle doit l'être pour rester vraie. Ce qui change, si quelque chose change, c'est la façon dont tu te tiens face à elle, avec moins d'illusions sur ce que ça devrait produire, avec plus de tolérance pour l'incertitude de ne jamais savoir tout à fait si tu t'appartiens en ce moment, ou si tu es en train de le perdre à nouveau. Bonne nuit.